En tant que président de cette université, j'ai le redoutable privilège, mais aussi le grand honneur de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue à l'université Lille 2, université du droit et santé de Lille. Et d'abord, permettez-moi de dire que c'est pour moi un grand honneur que d'accueillir ici, finalement, tous les acteurs de ce débat essentiel sur la fin de vie, débat qui nous concerne tous évidemment, et sur lequel je me garderai bien d'intervenir sur le fond. Accueillir tous les acteurs, d'abord les parlementaires qui ont fait ces textes, qui font encore ces textes, et je salue Jean Leonetti, l'auteur de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 août 2005, un médecin parlementaire, et il est assez rare, vous savez, sous la Ve République, que les lois portent le nom des parlementaires qui en ont été à l'origine ou qui ont contribué à les rédiger. D'habitude, on donne plutôt le nom des ministres, dans la grande tradition de notre République. Là, c'est une loi qui porte le nom d'un parlementaire, ça a du sens, et on s'en est bien rendu compte. Alain Claes également, spécialiste de bioéthique, grand connaisseur des questions d'enseignement supérieur et de recherche. Je profitais de l'aparté que nous avions pour plaider la cause de mon université. Membre de la commission des affaires sociales et rapporteur, vous le savez, de la proposition de modification de la loi dite loi Leonetti. J'accueille aussi avec honneur les membres du Conseil d'État qui ont eu récemment à traiter notamment de l'affaire Vincent Lambert, vous le savez. En particulier, il nous rejoindra dans quelques heures Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, donc qui va nous rejoindre en fin de matinée. Monsieur François Stas, président adjoint de la section sociale du Conseil d'État, et Madame Sophie-Caroline de Margerie, membre du Conseil d'État. J'accueille également avec plaisir et honneur les membres du Comité consultatif national d'éthique, auquel j'ai d'ailleurs le redoutable privilège de participer moi-même, leur président, le professeur Jean-Claude Amessen, et puis le professeur Régis Aubry, président de l'Observatoire national de la fin de vie. J'accueille également l'ensemble des collègues hospitalo-universitaires, juristes, qui vont animer ce débat, avec un mot particulier pour le professeur Didier Truchet, qui est pour nous, j'ose à peine le dire, le pape du lien entre le droit et la santé, un pape bienveillant, mais un pape. Alors ce colloque, permettez-moi de le dire en toute humilité, en tant que président de l'université droit et santé de Lille, ce colloque ne pouvait se tenir qu'à Lille. Il ne pouvait se tenir qu'à Lille tout simplement parce que vous êtes dans l'une des universités en France, il y en a une autre à Montpellier qui a suivi un peu la même ligne, où le droit et la santé travaillent main dans la main depuis la création de ces universités, donc depuis les suites de la loi Edgar Faure, il y a une 50aine d'années. Je suis un président juriste. Mon premier vice-président est un réanimateur thérapeute. Mon vice-président recherche est un neurologue pharmacologue. Bref, nous travaillons main dans la main et nous avons voulu donner à cette notion de droit et santé, nous avons voulu lui donner une réalité, une vérité, une véritable consistance. Alors ça s'est traduit historiquement, et depuis une vingtaine d'années notamment, par la création de diplômes dont nous avons voulu qu'ils rapprochent les perspectives. Alors j'ai créé, il y a bien longtemps, avec le doyen Gosset, le doyen de la faculté de médecine, qui j'espère va nous rejoindre, nous avions créé un DESS de droit et santé, qui a contribué à lancer un peu cette dynamique. Il existe aujourd'hui un master droit et santé qui rapproche, encore une fois, les points de vue, les approches des médecins, des juristes, et en particulier autour de l'éthique. Ce colloque devait avoir lieu à Lille parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais la faculté de médecine de Lille est la plus grosse, la plus belle aussi, j'imagine, mais en tout cas la plus grosse faculté de médecine de France. C'est celle qui produit le plus de médecins en France, c'est celle qui a le numerus clausus le plus important. C'est celle aussi, d'après les étudiants eux-mêmes, qui forme le mieux les internes. Il y a eu un sondage qui a été réalisé récemment sur ce sujet. Et ceci nous donne des responsabilités particulières. Et je le dis alors même que le doyen Gosset n'est pas encore arrivé, mais nous avons la chance d'avoir une faculté de médecine qui est profondément concernée par les débats éthiques. Le doyen Gosset lui-même, doyen de la faculté de médecine, est professeur de médecine légale, donc il a cette sensibilité qui le tourne vers le droit, et vous n'êtes pas sans savoir que l'éthique
du côté de nos amis médecins, relève de la section de CNU de médecine légale. Nous sommes aussi adossés au premier CHRU de France. Alors je dis premier parce que de temps en temps il est premier, de temps en temps il est deuxième, mais on va à l'essentiel. Donc au premier CHRU de France, un CHRU extrêmement important, là encore quantitativement, qui a la prétention, et prétention raisonnée, légitime me semble-t-il, d'être le grand hôpital universitaire du nord de l'Europe, et un CHRU qui lui aussi est extrêmement sensibilisé à ces questions d'éthique. J'en veux pour preuve que le président de la commission médicale d'établissement, dont vous savez qu'il est traditionnellement un hospitalo-universitaire, le professeur François-René Pruvot, est par ailleurs président de l'espace éthique régional et qu'il a contribué à lancer cette dynamique autour de la réflexion éthique. Finalement, vous êtes dans une université qui a pour ambition de mettre l'excellence de la recherche, l'excellence de son potentiel, y compris en termes de formation, au service de la réponse aux défis sociétaux. Et je crois que cela justifie encore que ce colloque ait lieu ici. Alors merci du fond du cœur aux organisateurs de ce colloque de l'avoir permis, d'avoir permis ce rassemblement extrêmement nombreux, d'avoir permis de réunir les acteurs essentiels de ce débat. Permettez-moi donc de remercier plus spécifiquement Madame Joanne Saison, qui se cache au premier rang, mais qui a été la cheville ouvrière de ce colloque et qui est, vous savez, pour nous, l'espèce, là aussi, d'axe porteur de cet axe droit et santé que nous souhaitons voir se développer beaucoup plus qu'aujourd'hui sur le plan de la recherche. L'université en a fait une priorité, elle y a mis des moyens, elle continuera à y mettre des moyens, c'est un engagement du président. Et puis je salue également et je remercie notre collègue Rémy Decour-Paolini, qui est maître des requêtes au Conseil d'État, mais pas seulement maître des requêtes au Conseil d'État, qui est professeur associé dans cette belle maison et qui perpétue ainsi une tradition ancienne de ces liens entre la haute juridiction administrative et notre université, puisqu'il y a une succession de membres du Conseil d'État au sein de nos équipes d'enseignants et de chercheurs et qui permettent d'articuler complètement la fonction de recherche et d'enseignement. Donc, tout ceci pour vous dire, et je conclurai ainsi, que ce colloque devait avoir lieu à Lille, dans cette université droit et santé de Lille, qui est une université, une belle grande maison, je le disais il y a un instant, forte de 30 000 étudiants, qui est une université engagée dans une dynamique, puisque, vous le savez peut-être, les universités lilloises sont désormais engagées dans un processus de fusion, donc les 3 universités lilloises. Nous allons constituer un ensemble universitaire de 70 à 80 000 étudiants, dans un horizon d'ici à 2 ans. Alors ça va être un paquebot considérable, ça va être un des plus grands ensembles universitaires français, et j'espère aussi qu'on nous reconnaîtra d'être un des premiers ensembles universitaires français du point de vue de la qualité de la recherche. Nous avons déposé un dossier initiative d'excellence récemment, et nous allons le défendre, et je crois que la qualité de ce colloque contribuera encore à la notoriété de cette université. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir à Lille. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter du dynamisme de votre université. Les fonds de roulement doivent avoir une explication. Soyez assurés que je serai, non pas à la Commission des Affaires sociales, je suis à la Commission des Finances, vigilant sur ces fonds de roulement des universités. Merci de nous accueillir aujourd'hui, c'est-à-dire entre le moment où nous avons analysé la proposition de loi que nous avons présentée, Jean Leonetti et moi-même, en commission des affaires sociales, et le débat au Parlement qui devrait intervenir le 10 mars prochain. C'est vrai qu'il y a 10 ans, la loi Jean Leonetti était adoptée par le Parlement. Donc on peut se poser une question. Pourquoi une nouvelle loi? Est-ce qu'il faut aujourd'hui légiférer, modifier l'équilibre de la loi qui était parvenu le législateur en 2005? Bref, c'est une question tout à fait légitime.
Je crois qu'il faut, pour comprendre un peu notre démarche, faire un état des lieux. Il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour faire cet état des lieux. L'Observatoire, et je voudrais saluer son président, fait un travail considérable. Aujourd'hui, face à la mort, il y a des inégalités très grandes, très fortement ressenties par nos concitoyens. Ces inégalités, elles sont à la fois territoriales, elles sont entre les établissements hospitaliers, maisons de retraite, à domicile. Bref, on meurt encore mal en France et c'est un ressenti très fort de nos concitoyens. Est-ce que par un coup de baguette magique, nous pourrions rétablir une situation plus juste face à la mort? Je ne crois pas que la loi soit en mesure de régler tous ces problèmes. Il y a un préalable avant la loi, c'est de tenter par un certain nombre de mesures de réduire ces inégalités. Alors ce n'est pas uniquement un problème de moyens financiers. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a des moyens financiers à mobiliser. Mais il y a aussi, je ne suis pas médecin, l'évolution du corps médical, des techniques médicales, des progrès qui se sont déroulés depuis 30 ans, 40 ans dans notre pays, et qui ont changé beaucoup de choses, y compris le rapport à la mort. La mort s'est à la fois éloignée, et peut-être n'a pas été, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif, une préoccupation immédiate. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on découvre un état des lieux pas satisfaisant. Alors les raisons sont multiples. On parle beaucoup des soins palliatifs, nous y reviendrons. Les soins palliatifs aujourd'hui, en France, ne sont pas suffisamment développés, c'est une évidence. Ils sont souvent pratiqués en fin de vie. Tout le monde peut le constater. Il y a une coupure grande entre les soins curatifs et les soins palliatifs. Même si aujourd'hui, dans certains services, je pense au service de cancérologie, il y a des progrès importants, considérables. Les soins palliatifs se passent essentiellement dans le milieu hospitalier, dans les CHU, très peu dans les EHPAD, pratiquement pas dans les maisons de retraite, dans les maisons individuelles, disons, à domicile. Donc il y a un effort considérable qui passe dans un premier temps par la formation, et je crois que c'est une chose essentielle, et les médecins reviendront sur ce sujet, que soit inscrit dans le corpus des enseignements médicaux des formations plus importantes sur les soins palliatifs. Monsieur le Président de la République s'est engagé, lorsque nous avons remis le rapport avec Jean Léotis, s'est engagé que dès la rentrée universitaire 2015, un certain nombre d'éléments puissent apparaître. Il y a ensuite développé ces soins palliatifs. Comme pour le cancer, comme pour la maladie d'Alzheimer, il y a eu des plans sur les soins palliatifs. Il faut bien reconnaître que nous avons pris du retard. Nous avons pris du retard et ces retards doivent être comblés à la fois dans le milieu hospitalier, mais aussi dans les EHPAD et à domicile. Je crois, et je le dis très clairement ici, c'était un préalable à toute loi, à toute réforme. Si nous ne faisons pas cela, il est inutile de faire une nouvelle loi, une nouvelle étape sur la fin de vie. Et je crois que Jean Léotis partage mon opinion sur ce sujet. C'est quelque chose que nous dirons très fortement au gouvernement. Et je souhaite que les pouvoirs publics puissent s'engager à cela. Et puissent, avec l'Observatoire de la fin de vie, faire des évaluations très précises, à la fois des progrès et des manques.
51% de nos concitoyens décèdent aux urgences aujourd'hui. Dans de nombreux cas, ils n'ont pas pu être pris en charge dans des EHPAD de façon satisfaisante, n'ont pas pu être pris en charge à domicile. Voilà le contexte. Et dans ce contexte, nous sommes aujourd'hui interpellés par nos concitoyens. Et leur interpellation peut se résumer à deux choses. Nous voulons être entendus. Et nous souhaitons avoir une fin de vie pour nos proches ou pour nous-mêmes, une fin de vie apaisée, digne. Voilà leur demande aujourd'hui. Il y a des sondages. Comme tout sondage, il faut les prendre avec précaution et les interpréter. Allons droit au but. 95% de nos concitoyens, lorsqu'on les interroge, est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie? Répondent oui. Mon explication par rapport aux résultats de ce sondage est assez simple. Nos concitoyens se disent la société prend mal en charge cette dernière partie de vie. Alors, si elle prend mal en charge cette dernière partie de vie, nous sommes favorables à des actes qui permettent de, parfois, mettre un terme à la douleur. Je l'interprète comme cela. De même que pour le suicide assisté. Sur ces deux notions, euthanasie et suicide assisté, dans la réflexion que nous avons menée avec Jean Leonetti, nous ne retenons pas. Nous ne retenons pas ni le suicide assisté, ni l'euthanasie. Mais nous disons, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'accorder de nouveaux droits aux patients, dans la perspective de répondre à leurs demandes, être entendus, avoir une fin de vie apaisée. Alors les juristes s'exprimeront tout à l'heure. Comment accorder, parce que c'est la question, de nouveaux droits sans bouleverser l'équilibre juridique qui avait été obtenu à travers la loi de 2005. Ça a été toute la difficulté de l'écriture de cette proposition de loi. Nous avons eu besoin à la fois de conseils et à la fois d'éclairage. Je pense que nous y sommes parvenus et nous en débattrons tout à l'heure. Et cette proposition de loi arrive à un moment où, j'allais dire, excusez-moi de l'expression, tout est sur la table en termes de rapport, en termes d'avis. Le président de la République a souhaité, dès son arrivée, en fonction de l'engagement qu'il avait pris durant la campagne électorale, confier une mission au professeur Sicard. Le professeur Sicard a rendu son rapport, et je crois que son rapport résume parfaitement ce que je vous disais en quelques mots tout à l'heure. Le Comité consultatif national d'éthique a rendu son avis. Jean-Claude Amezen sera parmi vous tout à l'heure. Le Comité consultatif national d'éthique a eu la charge d'organiser une conférence citoyenne. Des conclusions ont été apportées. Et enfin, le Comité consultatif national d'éthique a fait un rapport de synthèse sur l'état des lieux. L'Observatoire de la fin de vie, et j'ai eu l'occasion d'entendre souvent son président au Comité consultatif national d'éthique, a une analyse extrêmement fine de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Bref, il n'était pas nécessaire de faire un nouveau rapport. Et je crois que ça a été la décision commune que nous avons prise avec Jean Leonetti, où nous arrivions à un accord tous les deux, où nous aurions constaté un désaccord.
Je connais Jean Leonetti depuis longtemps. Nous avons travaillé ensemble sur la bioéthique, sur les lois de bioéthique. Nous n'avons pas toujours partagé les mêmes points de vue. Je pense à ces débats sur la recherche sur l'embryon. Sénatrice ici, c'était des débats passionnants, mais toujours empreints d'un grand respect pour la vie de l'autre. Ce qui est peut-être l'avantage de ce qu'on appelle la démocratie représentative qui est tant décriée aujourd'hui. Donc cet exercice, on l'a tenté loyalement. Ce n'est pas un compromis politique entre un responsable de l'UMP et un membre du Parti socialiste. C'est tout simplement se dire par rapport à l'exigence de nos concitoyens, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut légiférer en convergeant? Et qu'au bout du compte, ce que nous écrivons soit une garantie pour une nouvelle avancée après les lois de 2002-2005. Voilà ce qu'a été notre travail et voilà ce qu'a été notre état d'esprit. Et je veux en témoigner et remercier Jean Leonetti de s'être inscrit aussi dans ce travail. Ce n'est pas évident. Lorsque une loi porte son nom, de se dire il faut la remettre au travail, il faut la revisiter. Et je crois que cela doit être aussi mentionné. Cette loi qui est en discussion donne de nouveaux droits et qui fera l'objet de discussions, je suppose, aujourd'hui. Être entendu, c'est les directives anticipées. Comment rendre ces directives anticipées s'imposant aux médecins, à la communauté médicale, tout en gardant la nécessité d'un dialogue singulier entre le patient, la famille et les médecins, et gardant aussi la capacité aux médecins de pouvoir parfois juger et évaluer des situations complexes. Avoir une fin de vie apaisée et digne, c'est le sujet que nous abordons à travers la sédation profonde et continue jusqu'au décès, tout en arrêtant chaque traitement de survie, et qui s'impose à un certain nombre de cas précis. Là encore, tous les mots ont leur importance. Nous sommes encore au stade de regarder un certain nombre d'amendements pour préciser le texte. Mais c'est le travail que nous faisons actuellement. Préciser aussi, lorsqu'il n'y a pas de directive anticipée, le rôle de la personne de confiance, la place de la famille ou des proches. Bref, toute une série de sujets importants. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je ne veux pas être plus long. Jean Leonetti va s'exprimer. En conscience, je pense qu'on peut progresser. Mais je lis très étroitement cette proposition de loi aux mesures non législatives qui concernent les soins palliatifs, la formation. Il n'y a pas d'opposition, et ça serait une stupidité totale de vouloir opposer les soins palliatifs et des conditions plus douces pour assurer une fin de vie aux patients. Je crois que si on faisait cette erreur, et certains seraient tentés de faire cette erreur, ça serait un contresens majeur, et je crois que ça serait mal comprendre ce que souhaitent réellement nos concitoyens. J'ajoute un dernier point, qui sera très bref. Consultation des citoyens. Moi, j'y suis favorable, mais déjà dans les lois bioéthiques, je mettais quelques réserves. Consulter les citoyens, on ne peut pas le faire n'importe comment et brutalement.
pour des raisons simples. Chacun de nos concitoyens ne dispose pas de la même information, de la même technicité pour étudier tout simplement un texte. Donc, qu'on puisse consulter nos concitoyens, d'accord, mais ça nécessite des démarches bien précises, codifiées, ça nécessite des échanges, des allers-retours en termes de formation, d'échanges avec des experts. Je pense que ça peut être nécessaire pour éclairer le législateur, mais ça ne peut pas, en aucun cas, se substituer au législateur. Je tiens à le dire à un moment où on veut opposer démocratie participative et démocratie représentative. Donc je crois que le cadre aujourd'hui le plus adapté pour aborder ce sujet et l'aborder de façon non passionnelle, c'est sûrement la démocratie représentative. Qu'elle soit éclairée par des apports de nos concitoyens, je pense que c'est une bonne chose, c'est nécessaire, mais l'un ne doit pas s'opposer à l'autre. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, à travers ce colloque, c'est que ce débat de société puisse se dérouler de façon tranquille et apaisée. Je crois qu'on peut aborder ces sujets en France, aujourd'hui en 2015, au moins je l'espère, sans que des passions interviennent et que des raccourcis insupportables puissent avoir lieu. Je crois qu'on est une démocratie majeure et on doit pouvoir aborder et tenter d'apporter des solutions sur un sujet comme ça. Merci de votre initiative pour approfondir ce sujet. Monsieur le Président, merci de votre accueil. Cher Alain, merci de tes propos qui résonnent effectivement en harmonie avec ce que je pense, et merci à tous les organisateurs de ce colloque qui nous permettent, dans une période très particulière, puisque la Commission des lois vient d'adopter le texte et nous attendons la délibération de l'Assemblée nationale en première lecture pour le 10 mars. La mort est un problème à la fois existentiel, personnel et en même temps un problème social. Et aucune société n'a regardé la mort de façon strictement identique, puisque la mort est la fin de la vie. Elle s'illustre par la caractéristique que toutes les sociétés ont pensé la vie et donc ont pensé la mort. Dans ce contexte, la mort c'est toujours l'autre, parce que c'est une expérience impossible. Et jamais personne n'a pu raconter le passage vers le néant ou vers autre chose. Et donc nous sommes tous en supposition à la fois au carrefour de la métaphysique, de la religion, de la philosophie, de la pensée, de la réalité humaine et de la réalité biologique. Et dans ce contexte, je ne dirais pas que tout a commencé. Tout a commencé lorsque, en tout cas sur les textes spécifiquement liés à la fin de vie, lorsqu'un jeune tétraplégique avec des lésions cérébrales majeures demande au président de la République en 2003 le droit de mourir. Et on connaît la suite qui se déroule comme une tragédie grecque où la mère d'abord lui apporte l'élément nécessaire pour un suicide assisté, si tant est que le terme puisse avoir une connotation qui ne soit pas antinomique, et en même temps un médecin qui assume derrière à la fois une réanimation suivie d'une euthanasie. Le débat est lancé ou relancé, et vous lirez toujours dans la presse qu'à chaque occasion, ou à chaque drame, ou à chaque situation à la fois médiatique et passionnelle, on vous écrira que le débat est relancé. Le débat est relancé parce que le débat ne peut pas s'éteindre sur le questionnement de la mort. Et la caractéristique de notre société est d'abord d'avoir désacralisé la mort, puisque la déchristianisation s'est opérée dans notre pays. Ensuite, de l'avoir déshumanisée paradoxalement en la médicalisant et en la sortant de son contexte familial et familier. Et puis enfin, de l'avoir désocialisée, puisque le deuil et l'agonie, les deux périodes qui précèdent l'instant de la mort, doivent être raccourcies. En tout cas, la société nous l'impose ou nous le demande. Dans ce contexte, bien entendu, on peut se poser la question, puisqu'il y avait un non-lieu dans l'affaire Imbert, pourquoi légiférer ?
Et si je fais un peu de modestie, qui est, comme dit Alphonse Allais, la forme d'orgueil qui irrite le moins les autres, je vous dirais très simplement que tout était déjà dans les textes. Recommandation de la Société française de soins palliatifs, recommandation des réanimateurs et des urgentistes, recommandation du Conseil de l'Ordre, recommandation de l'ensemble des instances européennes sur le plan éthique. Et puis, il suffisait d'ouvrir le code de déontologie pour savoir que l'acharnement thérapeutique, qualifié d'obstination déraisonnable, était interdit. Pour savoir qu'on devait accompagner le malade et ses proches de manière digne pour qu'ils ne souffrent pas. Et enfin, qu'on n'abandonnait jamais son malade, même si on ne pouvait pas le guérir. La loi de 2005 pouvait être considérée comme une loi inutile. Et d'ailleurs, si vous relisez à cette époque les textes, les commentaires, certains disaient pourquoi légiférer. Mais il y avait ce dialogue un peu singulier entre les médecins et les juristes, qui est toujours, le médecin regarde le juriste non pas comme un juriste, mais comme un pénaliste. Et donc il considère que un jour, des gendarmes envoyés par un juge viennent mettre des menottes à un médecin réanimateur qui vient d'arrêter un respirateur. Et lorsqu'on posait la question à un grand pénaliste à l'époque, en lui disant mais lorsque j'arrête un respirateur parce que c'est une obstination déraisonnable, est-ce que c'est licite? Je peux ou je peux pas? Parce que c'est la question que posent les médecins. Et alors, je me rappelle de cette réponse ironique qui consistait à dire est-ce que vous savez qu'en arrêtant le respirateur que le malade va mourir? Oui. Est-ce que vous le décidez de manière spontanée ou réfléchie? Réfléchie. Est-ce que vous le faites seul? Non, on le fait en collégialité. Bien, c'est très bien. C'est un homicide avec préméditation et en bande organisée. Ce sera en réclusion criminelle. En tout cas, c'est ainsi que les médecins percevaient l'arrêt des traitements qu'ils jugeaient à juste titre démesuré dans une médecine beaucoup plus capable d'apporter des vies et des survies, et dans des conditions telles, toutefois d'une telle violence, d'une telle complexité, et quelquefois d'une telle souffrance, que l'opinion publique, que le malade lui-même, quand il peut s'exprimer, l'entourage, et même le corps médical se posaient la question « Pourquoi suis-je allé trop loin ?» C'est peut-être ça, la clé de la question. Pourquoi sommes-nous allés à la fois trop loin dans le bien qui permet la durée de vie allongée, la qualité de vie améliorée, mais en même temps le mal dans des situations qui sont extrêmement difficiles à vivre et qui résultent de ce que l'on peut appeler habituellement l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable. Alors, la législation de 2005 est arrivée, et je salue Catherine Génisson qui était députée à cette époque-là et qui, de l'autre versant, elle était à l'époque dans l'opposition. Elle l'est à nouveau puisqu'elle est passée au Sénat, mais enfin, c'est son choix. En tout cas, à cette époque-là, on vote à l'unanimité. On vote à l'unanimité pour une simple raison. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui apparaît comme la lumière dans la nuit. C'est simplement que le doute collectif avait remplacé les certitudes individuelles au bout d'un an d'audition. Et que cette année d'audition avait ébranlé les attitudes caricaturales et les postures personnelles. Et que chacun doutant ensemble, on avait finalement défini un texte qui est très curieux, parce qu'il est très mal écrit, je m'excuse auprès des juristes, parce qu'il est écrit par des députés, sans apport des ministres, dans un contexte très particulier où, pour une fois, les députés ensemble ont imposé des textes au gouvernement, et bien entendu avec l'accord a posteriori du président de la République et du Premier ministre. Donc ce texte est maladroit. Enfin, il est maladroit. Il dit 3 choses simples, mais qui sont un texte de bienfaisance et d'éthique. Il dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale. » Et en fait, vous voyez bien que quand on l'exprime comme ça, c'est un texte de devoir des médecins. Ce n'est pas un texte de droit des malades. Bien sûr, à chaque droit correspond un devoir, et à chaque devoir correspond un droit. Mais en tout cas, c'était ce texte de bienveillance d'un corps médical qui disait, dans ma vision prométhéenne, je dois avoir un peu plus de sagesse et savoir m'arrêter à temps, sans pour autant abandonner, lorsque je m'arrête de traiter, sans pour autant abandonner mon malade et m'arrêter de soigner. Et donc,
Ce texte est un texte bizarre parce que d'abord, il est un cadre. Il n'est pas un cadre décisionnel. Il est une procédure. Et il dit comment finalement cheminer pour se tromper le moins possible. Et pour se tromper le moins possible en démocratie comme en médecine, c'est de décider ensemble, en responsabilité et en liberté, mais en collégialité, en écoutant le malade, en écoutant les proches, en écoutant ses collègues, en écoutant les soignants. Et donc la clé de ce texte est le dialogue. Et peut-être n'est-il pas apparu aussi fort lorsque le texte arrive, mais le non-abandon, la non-souffrance et le non-acharnement thérapeutique ne peut se faire que dans le dialogue, parce que c'est une situation qui est abordée dans une telle diversité, dans une telle complexité, qu'il faut décider au cas par cas. L'éthique est un praxis, c'est une pratique. Ça n'est pas une discussion évanescente autour d'une tasse de thé. C'est le fait de dire « je ne sais pas et pourtant je décide ». Je ne sais pas tout et pourtant je décide, ce qui est d'ailleurs une des façons d'agir de la médecine en général, à partir de cas particuliers. Dans ce contexte, cette procédure est un peu déstabilisante pour un certain nombre d'entre nous. Et je vois souvent des médecins qui m'appellent en me disant « je peux ou je ne peux pas ». Et non, justement, le cheminement décisionnel n'est pas un cheminement décisionnel binaire. Il évalue, il soupèse et il utilise, chose terrible pour les juristes, des concepts flous. Le premier concept flou, c'est bien entendu l'obstination déraisonnable. Vous avez bien compris que l'acharnement thérapeutique, c'est une belle chose, surtout pour les cardiologues réanimateurs que je suis. C'est même l'essentiel de leur métier. Ils s'acharnent et ils s'acharnent avec des traitements, et des fois ça marche. Je dirais souvent d'ailleurs. Et ça les conforte dans l'idée qu'il faut continuer à s'acharner pour faire progresser la médecine, pour sauver des vies. Mais en même temps, l'obstination, on voit bien que là, il y a une perte de la lucidité. Et cette perte de la lucidité, elle est déraisonnable, elle sort du champ de la raison. Et c'est la raison pour laquelle c'est la collégialité qui tape sur l'épaule de celui qui travaille de manière solitaire en lui disant « peut-être que là, ce que tu fais, ce que nous faisons, est en train de devenir déraisonnable. Quand est-ce que ça devient déraisonnable ? Bien, si on se trouve dans une situation aux urgences, tout est raisonnable. Parce que la vie prime la liberté, la vie prime tout. Mais à distance, si l'on constate que les lésions cérébrales sont majeures, irréversibles, qu'il n'y aura plus de pensée, plus de rapport à l'autre, plus de conscience pour soi, est-ce qu'il est raisonnable de poursuivre un traitement ? Et au fond, souvent en médecine, on s'aperçoit qu'on a été déraisonnable a posteriori. Mais a priori, c'est très difficile de définir qu'on est dans le déraisonnable. On est dans le déraisonnable quand on constate que ce que l'on fait est vain, n'a pas de sens et n'a aucun résultat thérapeutique. Donc, dans cette difficulté de définir l'obstination déraisonnable, on a tenté un peu vainement de dire c'est les traitements inutiles. Tiens, pourquoi ? On peut faire des traitements inutiles ? Ça arrive. Ça arrive qu'on fasse un traitement inutile à la demande du malade, parce que l'acharnement thérapeutique, ce n'est pas forcément les médecins qui le font, c'est aussi les malades qui le réclament. Et de temps en temps, le fait d'apporter un traitement dont on sait qu'il est illusoire dans ses résultats, c'est aussi une façon d'accompagner, de ne pas abandonner. Disproportionné. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement disproportionné ? Disproportionné dans les effets secondaires induits ou disproportionné dans le sens du traitement qui est mis en place. Et enfin, on ne doit pas poursuivre des traitements dont l'unique but est le maintien artificiel de la vie. L'unique but. Quand est-ce que la médecine a comme unique but le maintien artificiel de la vie ? Peut-être lorsque le cerveau est détruit, parce que être homme depuis Descartes et Pascal, c'est penser. Et peut-être aussi parce que si je n'ai aucune conscience que j'existe et aucune possibilité d'avoir le moindre rapport à l'autre, je suis toujours une personne humaine, je suis toujours respectable dans ma dignité, mais pour autant, est-ce que je dois, société et corps médical, poursuivre cette vie purement biologique, alors que je sais désormais le faire ? Peut-être que la leçon
de cette loi, c'est de dire que tout ce qui est souhaitable, tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable. Tout ce qui est techniquement et scientifiquement possible n'est pas obligatoirement humainement souhaitable. Et donc, on est sur un espace où chaque fois la discussion éthique doit exister pour prendre la décision, et prendre la décision qui ne soit jamais une décision binaire. Puis enfin, un nouveau cas arrive, Chantal Sébir, et puis un nouveau cas bouleverse aussi le corps médical et l'ensemble de la société. C'est le cas de M. Pierrat, un jeune homme pour lequel on arrête tous les traitements, mais on ne poursuit aucun soin. Et on voit un homme abandonné et mourant. Et donc à ce moment-là, faut-il légiférer en 2008 ? Finalement, il n'y a pas de texte législatif. Il y a une modification du code de déontologie qui peut paraître, comme toujours, moins symbolique et moins fort. Le 37.3, les médecins se souviennent de que veut dire le 37 et le 38. Le 37.3, il dit que lorsqu'on arrête un traitement de survie chez quelqu'un qui est cérébralisé et qui ne peut pas exprimer sa souffrance, eh bien, on ne prend pas le risque de la souffrance. Et donc, pour dire les choses de manière un peu brutale, on met en place, quand le législateur utilise l'indicatif présent, ça veut bien dire qu'il utilise un impératif. Le médecin doit mettre en place un traitement sédatif et antalgique pour éviter toute souffrance potentielle et permettre, et c'est peut-être la première fois dans le code de déontologie, qu'on associe dans une décision médicale non pas seulement la personne vulnérable qu'on a en face de soi, mais l'ensemble des personnes qui souffrent, puisqu'on dit qu'on accompagne l'ensemble des proches, et cette sédation est faite aussi pour que les proches assistent à une mort sereine et apaisée. Et déjà, vous voyez que la sédation en 2008 rentre par la petite porte, si tant est que la déontologie soit une petite porte, pour dire, je vous rappelle que lorsqu'on arrête les traitements, parce que c'est une obstination déraisonnable, on n'arrête pas les soins. Et au contraire, c'est un renforcement des soins qu'il faut apporter, parce que le palliatif, c'est bien tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, tout ce qui reste à faire pour soigner et soulager, quand il n'y a plus rien à faire pour sauver et pour guérir. Et puis, nous arrivons à un autre cas dont l'homonymie, à une consonne près, vient nous rappeler aux difficultés de la compréhension du texte. Vincent Lambert. Vincent Lambert, des Vincent Lambert, il y en a 20 000 par an. Il y a 20 000 personnes chez lesquelles on arrête un traitement de survie et qui se fait dans une procédure collégiale, avec un rapport aux proches, avec une décision qui n'est pas une décision de vote des uns contre les autres, mais une convergence. Et Alain Claes a raison de dire que lui et moi convergeons. Nous ne sommes pas en négociation. Moi, je négocie avec mes doutes, rarement avec mes convictions, et lui non plus. Ce qui fait que ces doutes mis face à face, qui permettent d'avancer, non pas sur le chemin de la vérité, mais en tout cas sur l'essai d'améliorer les conditions de survie ou de vie de nos concitoyens. Je ferme cette parenthèse pour dire que finalement, Vincent Lambert se tourne vers le Conseil d'État. Et le Conseil d'État pose les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est qu'une obstination déraisonnable ? Qu'est-ce que c'est qu'un traitement artificiel qui maintient la vie de manière purement artificielle ? Eh bien, est-ce que nous ne sommes pas là dans l'éthique, au vrai sens du terme, c'est-à-dire le conflit du bien contre le bien, le conflit légitime de la vulnérabilité contre l'autonomie, éthique de vulnérabilité contre éthique d'autonomie. L'éthique de vulnérabilité, elle dit nous, elle dit je te protège, elle dit au nom de la société, je te protège même malgré toi, je te protège même quand tu es un nain envoyé en l'air dans un amusement de foire et que j'interdis que ta liberté s'exprime. Et puis, je t'interdis aussi de te prostituer, de te mutiler. Parce qu'au nom de la dignité de ta personne, et qui est un bien commun à l'humanité, je t'interdis, oui, de faire ce que tu penses être libre de faire. Parce que, par exemple, ton rein, il n'est pas à toi, il est à toi, mais tu ne peux pas le vendre demain sur un marché Internet. Et parce que, ainsi, la dignité dépasse notre liberté, la dignité au sens juridique du terme, non pas l'estime de soi.
la dignité telle que la concevait Sénèque et qui est arrivée jusqu'à nos textes législatifs et internationaux. Donc, vulnérabilité, mais autonomie aussi. Pourquoi, comme l'a dit Alain Claes tout à l'heure, pourquoi nos concitoyens disent « vous ne m'entendez pas » ? Est-ce que finalement, nous sommes incapables dans cette société de faire émerger l'autonomie du plus profond du vulnérable ? Est-ce que nous n'avons pas le sentiment, et les médecins en particulier, que puisque la personne est faible et vulnérable, mais on peut décider à sa place et que sa voix n'a pas de valeur ? Eh bien, c'est bien, non pas un conflit de valeurs, mais justement la synthèse de ces deux valeurs, de l'autonomie et de la vulnérabilité, qui est au cœur des textes législatifs. Faut-il légiférer en 2015 ? Après tout, j'entends aussi les chants narcissiques qui disent « mais il y a tout dans la loi de 2005, elle est parfaite cette loi, tout y est, les directives anticipées y sont déjà. Et la sédation terminale, elle est possible, puisqu'on peut empêcher les gens de souffrir. Il y a même le double effet, avec son petit thermocœur qui vient nous dire que lorsqu'on soulage, on peut même aller jusqu'à raccourcir la vie. Oui, mais les lois sont répressives, mais elles sont aussi expressives. Et j'entends les mêmes choses qu'en 2005, quand on disait « c'est pas la peine de légiférer ». La loi porte, surtout en France, à la fois la norme, mais aussi le symbole. Elle rappelle les hommes à leurs devoirs, elle rappelle la société à ses engagements, elle rappelle les hommes et les femmes de ce pays à leurs droits. Et si le devoir des médecins était de soulager, peut-être que le droit des malades est d'être soulagés. Et si les médecins, leur devoir est d'écouter, peut-être que le droit des malades est aussi d'être écoutés dans leurs directives anticipées, surtout lorsqu'ils sont en incapacité de s'exprimer. Alors je le sais, la vie n'est pas tout dans le droit, et le droit n'est pas tout dans la loi, et la vie continuera dans un espace où on essaiera quand même de ne pas faire comme certains nous le proposent, de marquer la dose d'hypnovel qu'il faut utiliser en fin de vie, pour ne pas faire d'un texte de loi une procédure mécanique mise en place lorsque la fin de vie approche. Mais néanmoins, j'ai acquis la conviction, avec les débats que nous avons eus, avec le rapport Sicard qu'a évoqué Alain Claes, avec le rapport du CCNE, que nous devions non pas franchir une étape, mais réaffirmer le droit. Et réaffirmer le droit qui était les devoirs des médecins, et peut-être de le réaffirmer en droit des malades, pour que nous n'ayons pas ce mal mourir qui continue à exister en France. Voilà le débat tel qu'il est aujourd'hui. Faut-il légiférer ? La question est bien posée. Et je pense que dans la vie et la mort, il y a une caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de vie sans mort. Tout ce qui est vivant meurt. Je dirais tout ce qui est fragile meurt. Tout ce qui vaut quelque chose meurt. Et peut-être que finalement, les lois doivent aussi mourir pour se régénérer et se renouveler et faire des nouvelles lois mieux adaptées aux situations de notre pays. C'est en tout cas le souhait que je porte devant vous.